Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais faire le bilan culturel de mon mois de décembre de 2024. La prochaine vidéo sera probablement mes meilleures lectures de 2025, mais avant de faire ça, je voulais quand même revenir sur le mois de décembre. Alors je sais que j'ai loupé plein d'autres mois, mais bon, je me suis dit que là, ça faisait un petit peu trop longtemps pour venir sur les mois de septembre, d'octobre et de novembre, donc tant pis. Mais c'est un peu une de mes résolutions de 2025. S'il fallait en donner une, ce serait d'essayer de faire une vidéo par mois de bilan culturel, ce serait bien. J'aime beaucoup ce format parce que ça me permet de me rappeler de ce que j'ai fait pendant le mois et de mieux m'en rappeler ensuite. Et un peu de célébrer ces moments culturels intéressants et passionnants. Donc voilà. Je vais essayer aussi de varier un petit peu les catégories. J'ai pas forcément envie de parler que de mes lectures ou des films que j'ai vus. C'est dommage, je trouve, de s'arrêter à ces catégories-là. Donc je vais en explorer d'autres. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer de mettre les catégories un peu étranges ou peut-être pas forcément intéressantes pour vous vers la fin. Comme ça, vous pouvez choisir ce que vous écoutez et ce que vous n'écoutez pas. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres catégories à me proposer, n'hésitez pas en commentaire. Je suis très curieuse de savoir ce qui pourrait vous intéresser à entendre et à découvrir. Donc je vais commencer quand même avec le plus basique, enfin si on peut utiliser ce terme-là. Commencer par mes lectures du mois de décembre. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 5 livres et le premier, parce que je les ai triés ici dans l'ordre chronologique, c'était Les souffrances du jeune Werther de Goethe, publié pour la première fois en 1774, si je ne me trompe pas. J'ai décidé de lire cette œuvre-là parce que je me suis donné comme mission de lire les œuvres qu'on cite tout le temps, que j'ai déjà utilisées probablement dans des dissertations, sans jamais les avoir lues, que j'utilise peut-être même dans mes cours avec mes élèves, sans les avoir jamais lues, qui sont des grands classiques de la littérature étrangère. Bon, cette catégorie est très vaste et ne veut rien dire. Et donc j'ai commencé avec Goethe, notamment parce qu'il y a des œuvres romantiques au programme et aussi parce que j'ai une grande admiration pour l'œuvre de Chateaubriand. Je suis tombée dedans quand j'étais adolescente, je devais avoir 16 ans quand j'ai lu René et Atala et ça m'a profondément marquée, très admirative de cette œuvre mélancolique et poétique. Je n'ose même pas les relire, tellement j'ai peur d'être très déçue. Je préfère garder ce souvenir peut-être erroné de cette magnifique lecture. Et j'ai lu aussi une version abrégée, bien sûr, des Mémoires d'Outre-Tombe quand j'étais en L3, ce qui m'a beaucoup plu. Et donc je me suis dit qu'il était peut-être important de revenir aux sources de tous ces textes romantiques. Et c'est pourquoi j'ai lu Les souffrances du jeune Werther. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit une œuvre aussi courte. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un roman épistolaire. Montrer un petit peu mon ignorance face à cette œuvre. J'ai lu la préface avant de lire le reste de l'œuvre et je pense que c'était important parce que sinon je pense que j'aurais encore moins apprécié cette lecture. Je n'y ai pas du tout retrouvé le caractère grandiose et à la fois poétique. J'ai trouvé ça en fait presque caricatural. Peut-être que je l'ai lu trop vite et en même temps, peut-être que j'aurais dû le lire d'un seul coup. Je sais pas. En tout cas, je n'étais pas du tout convaincue. Peut-être plus par la fin. En fait, peut-être que j'ai l'habitude de lire des œuvres romantiques où les personnages sont très, très mélancoliques dès le début de l'œuvre et que j'apprécie en fait ce caractère sombre des personnages.
cette tristesse des personnages, et que ça m'a manqué au début de l'œuvre, puisque en fait on a un personnage assez solaire au début, qui va tomber dans la mélancolie face à l'existence, et face au destin, à l'impossibilité de la résonance, de sa sensibilité dans le monde. Bon, il y aurait sûrement plein de choses à dire, mais je ne pense pas être la bonne personne pour en parler. Ça n'a pas beaucoup résonné en moi, mais c'est comme ça arrive. Peut-être qu'il faudra la relire, probablement. Peut-être faire des recherches dessus avant de la relire pour en apprécier vraiment la qualité. C'est possible. Et les œuvres comme ça, quand on les lit, on passe à côté parce que on n'est plus des êtres de ce temps-là. On a plus, cette sensibilité-là, elle nous est vraiment très étrangère, je pense. Et donc, probablement juste passer à côté de plein de choses, et que si j'avais eu un contenu pédagogique à côté, didactique à côté, peut-être que j'aurais pu apprécier la profondeur de cette œuvre. Oui, c'est possible. J'ai lu ensuite The Accursed de Joyce Carol Oates, publié en 2013. Je l'ai lu en anglais, en français, ça s'appelle Les Maudits. Ouais, Les Maudits. C'est, je crois, la première œuvre de Joyce Carol Oates. J'étais persuadée d'avoir déjà lu cette autrice, mais en fait, non. Je crois que c'est bien son premier ouvrage. C'est un très long roman que j'ai lu sur ma liseuse, donc je ne l'ai pas avec moi. Est-ce que c'était compliqué à lire? Oui, j'ai peut-être pas forcément tout compris. Je lis très lentement en anglais. Par contre, j'étais complètement fascinée et captivée par l'ouvrage. Encore plus, je pense, vers la moitié de l'œuvre où, en fait, il y a comme un horizon d'attente qu'elle crée au début de l'œuvre qui est complètement dépassé par l'œuvre, parce que je crois qu'elle ne respecte pas les attentes du genre, ou alors qu'elle mélange plein de genres que j'ai pas l'habitude de lire, parce que j'ai pas beaucoup lu d'œuvres gothiques. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'horreur, vraiment, mais de manière très fine. Et je pensais pas comment dire, il y a de l'ordre aussi du réalisme magique, je trouve. Mais peut-être que c'est mon ignorance qui me fait dire ça. Peut-être que si j'avais lu plus d'œuvres gothiques, je me rendrais compte qu'en fait c'est juste le caractère gothique de l'œuvre. C'est possible. Et oui, donc je disais dépasser un horizon d'attente, parce qu'en fait j'avais l'impression que les péripéties, le nœud en fait qui avait été mis en avant au début de l'œuvre allait se dénouer très très progressivement, enfin en tout cas ce que je croyais être le nœud de l'œuvre. Et en fait il y a une précipitation dans la première partie de l'œuvre qui est assez inattendue, et ensuite il y a le personnage principal, le personnage qu'on pensait être principal, en fait c'est plus le personnage principal, et enfin il y a une sorte de grand mouvement autour de ce qui est vraiment important, de ce qui est vraiment au cœur de l'œuvre. C'est jamais très clair en fait quel est le prisme central, quel est l'enjeu central de l'œuvre. Ça échappe, ouais, ça échappe tout le temps. Il y a très peu de choses rationnelles dans cette œuvre, mais pourtant la lecture rationnelle est tout le temps proposée. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre du roman fantastique, mais qui est complètement dépassé, complètement bousculé, détruit par l'œuvre elle-même, puisque aucune explication logique n'est possible. T'es très perturbé par ce narrateur, ce deuxième narrateur, ou ce premier narrateur, je sais pas, est-ce que c'est enfin, quelle est la place de ce narrateur, je sais pas, de l'historien, comme quoi ce serait l'historien qui reconstituerait
et qui raconterait cette histoire-là qui aurait vraiment eu lieu. Je ne sais pas quoi en penser de cette instance-là. J'étais souvent très frustrée parce que j'ai l'impression qu'elle ne respectait pas cette instance qu'elle avait mise en place parce que c'était impossible que l'historien puisse raconter les choses de cette manière-là, puisqu'il ne peut pas avoir accès aux pensées des personnages étant un historien. Donc, est-ce que c'est une reconstitution? Mais de quoi l'aurait-il reconstitué? Enfin, mais vous voyez, même ces questions-là, en fait, sont intéressantes et montrent à quel point c'est vraiment une œuvre très, très riche, très intrigante, et qui, je pense, méritera une deuxième lecture. Et c'est pas souvent que je dis ça, parce que je déteste relire. Mais voilà. Troisième ouvrage que j'ai lu, c'est Kamouraska de Anne Hébert, publié en 1970. Donc ces deux œuvres étaient proposées par Antastasia, c'est pour ça que je les ai lues. Kamouraska, alors, œuvre très étonnante, elle aussi. Notamment aussi par la narration, par la construction de la narration. Au début, je n'étais pas du tout convaincue, vraiment pas. Je trouvais ça surfait, artificiel. Cette voix qui a du mal, qui est très hachée, avec des flashs comme ça, de choses qui n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à voir entre elles. J'aime beaucoup les histoires qui ne sont pas du tout chronologiques. Mais là, justement, au bout d'un moment, ça devenait chronologique parce qu'elle revenait dans le passé, puis elle reparcourait le passé de manière assez chronologique tout de même. Même maintenant, je ne suis pas extrêmement convaincue. Par contre, effectivement, en termes d'exploration de la psyché humaine, de la psyché d'une femme à travers le rêve, le délire, la reconstitution du souvenir, les potentialités en fait de la littérature pour venir questionner en fait ces instances-là de l'imagination humaine et de leur potentialité. Ça, c'est oui, peut-être que c'est vraiment très riche. J'étais assez convaincue par les vidéos d'Antastasia. Ça montre parfois à quel point avoir la lecture de quelqu'un d'autre, l'esprit et l'analyse et l'interprétation de quelqu'un d'autre, c'est nécessaire pour venir apprécier une œuvre. Et j'ai regardé les lives en même temps que je lisais et je pense que ça donnait vraiment une épaisseur à ma lecture que je n'aurais pas eu toute seule. Après, c'est pas forcément... je pense que quand il y a une trop forte... incarnation du mal, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se rapproche trop d'une version incarnée et alors c'est paradoxal ce que je dis, symbolique du mal, comme s'il existait comme une entité, je crois que ça me dérange, parce que j'y vois une vision trop manichéenne du monde, alors qu'effectivement dans Kamouraska, c'est pas du tout une vision manichéenne qui nous est proposée, mais tout de même, il y a cette plongée dans le mal, comme si c'était une essence qui me pose un peu problème. Peut-être philosophiquement, et c'est peut-être ça qui vient perturber ma lecture. Ouais. Il y aurait quelque chose ici à venir gratter dans ma manière de voir le bien et le mal. Oui, sûrement. Mais je conseille cette œuvre aussi parce qu'elle est vraiment très riche et elle donne à penser, comme on dit. Quatrième œuvre que j'ai lue, c'est La femme gelée d'Annie Ernaux, qu'elle a publiée en 1981. On me l'a très souvent conseillé, une collègue me l'a conseillé comme un de ses romans préférés d'Annie Ernaux. Et comme c'était un roman court et que je manquais de temps pour finir mon challenge de 51 livres à lire dans l'année 2024, je me suis dit que c'était le bon moment de le lire. Et j'ai vraiment pas été déçue. J'étais désarçonnée par la manière d'écrire au début, trop froide. Et il y avait des problèmes de concordance des temps, enfin, d'après mon souvenir. Voilà, j'étais dérangée par ça. Bon, ça fait très prof de français, un petit peu psychorigide sur la grammaire, mais bon, soit. Voilà, ça m'a un peu dérangée parce que j'en voyais pas l'utilité, mais en fait, très vite, ça s'est amoindri.
Et je ne m'attendais pas du tout à ça parce que j'avais lu quelques extraits de l'œuvre, enfin surtout un extrait de l'œuvre qui en fait était plutôt vers la fin de l'œuvre et je ne pensais pas qu'elle revenait tant que ça aux origines du mal, entre guillemets, euh, de son mal. Et oui, je pense que c'est un peu comme l'œuvre de Simone de Beauvoir, de voir en fait ainsi décrit une destinée humaine féminine qui montre en fait, qui met en avant la spécificité, l'unicité. Ça m'aide à revenir sur mon propre parcours, à me comparer à cette femme, à venir aussi, moi aussi, faire ce geste d'analyse et de compréhension de mon parcours. Mais ce qui était intéressant dans La femme gelée, c'est qu'elle montrait à quel point, en fait, parfois il y a plus que les origines pour comprendre un parcours, qu'il y a aussi une sorte d'atmosphère, de zeitgeist, et aussi que parfois on part d'un point, mais nos désirs, nos ambitions sont liés aussi à des contradictions et qu'on est aussi irrémédiablement façonné par son temps, par les gens qu'on côtoie, par les influences que parfois on ne choisit pas ou on ne se rend pas compte qu'on est influencé par elles ou on pense qu'elles ont une bonne influence et en fait elles ont du bon comme du très mauvais. Et je trouvais cette réflexion d'une incroyable subtilité et oui, et d'une grande importance. Mériterait aussi une relecture. Et oui, alors, et puis quel courage en fait pour parler de la maternité de cette manière-là. Je pense qu'il est surtout en 1981, je pense qu'il fallait encore beaucoup de courage pour en parler comme ça. Et autant, moi j'ai du mal à apprécier les œuvres qui viennent fouler aux pieds la maternité comme une sorte de revendication politique, même si je peux comprendre le geste, mais il y a quelque chose qui me dérange. Autant là, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Oui, bon, là il y aurait quelque chose aussi à faire. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo là-dessus, mais oui, je trouvais ça vraiment remarquable, la manière dont elle parle de cet apprentissage d'un rôle maternel terrible et terriblement enfermant. Donc je vous conseille fortement la lecture de La femme gelée. Et dernière œuvre que j'ai lue ce mois de décembre, c'est Miss Islande de Audur Ava Ólafsdóttir, publié en 2018. Je pense qu'à ce rythme-là, j'aurai bientôt terminé toute la bibliographie de cette autrice islandaise, dont j'ai déjà lu de nombreux ouvrages. J'en ai beaucoup parlé dans une vidéo précédente, donc si ça vous intrigue, je vous laisse aller la regarder. Miss Islande, vraiment comme toutes les autres œuvres de cette autrice, j'ai vraiment adoré. Je trouve ça très intelligent à la fois sur le plan littéraire, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la construction des personnages. Alors ici, je pense que c'est une œuvre qui m'a aidée à mieux comprendre le reste de son œuvre, notamment parce qu'elle y est beaucoup plus, de manière beaucoup plus frontalement féministe, si j'ose dire. En tout cas, son personnage principal féminin est beaucoup plus libre que d'autres personnages de ses autres œuvres et donc pourrait constituer un peu plus comme une image de ce qui pourrait être pour l'autrice un personnage féminin viable et enviable et désirable, enfin un destin féminin désirable, vraiment empreint de liberté, permet de comprendre que peut-être aussi l'Islande est un territoire de tradition,
assez traditionnelle qui expliquerait la manière dont elle traite le féminin et le masculin dans ses œuvres, parce qu'elle les traite vraiment comme des rôles assez traditionnels. Et en fait, ça dit peut-être quelque chose plus de l'environnement de l'Islande plutôt que de ses idées à elle. En tout cas, j'ai trouvé que dans cette œuvre-là, il y avait vraiment une prise de distance face à cette vision traditionnelle des rôles genrés, notamment parce qu'il y a un personnage homosexuel. Donc, montre bien en fait le caractère progressiste de l'autrice. Avec, pour le coup, des relations humaines entre les personnages vraiment très belles. J'ai trouvé qu'il y avait une sorte de célébration de la différence dans l'amitié. C'est-à-dire que une solidité en fait dans les relations entre les êtres par-delà ce qui pouvait... tout en... Voilà, c'est ça. Une solidité des relations entre les êtres tout en mettant en avant à chaque interaction entre les individus, non pas leur ressemblance qui les relie, mais au contraire leur différence, leur profonde liberté, leur profonde individualité. Et je trouve ça vraiment très beau et plein d'espoir. Enfin, voilà. Pouvoir se relier comme ça fondamentalement les uns aux autres, non pas à travers ce qu'on a de commun, mais à travers ce qui nous différencie, je sais pas, quelque chose de profondément désirable dans mon existence. Voilà. Donc ça, c'était mes lectures du mois de décembre. Alors, je vais passer maintenant peut-être au spectacle que j'ai vu. Donc j'ai vu déjà, je suis allée au Théâtre des Amandiers, donc à Nanterre, avec mes élèves que j'ai amenés au théâtre le soir. On est allé voir l'une de mes pièces préférées, qui est Les Fausses Confidences de Marivaux, une mise en scène d'Alain Françon. Je ne sais pas si j'ai déjà vu des mises en scène de lui, je ne crois pas. J'ai beaucoup aimé ce qui a été fait du personnage de Dorante, qui était clairement à la frontière, et c'est ça que j'adore dans ce personnage, entre la sincérité de ses sentiments amoureux, mais en même temps la recherche du statut, mais en même temps il a l'air de toujours faire semblant, et en même temps il a l'air d'être quand même désarçonné par ce qui se passe. Enfin voilà, la profonde ambiguïté de ces personnages, qui était vraiment très bien mise en avant, notamment par le caractère presque comique du personnage. Voilà, il était vraiment joué de manière comique. Et ça, je crois que je ne l'avais pas encore vu. Donc c'était vraiment très savoureux. Par contre, j'étais pas du tout... Mais bon, il y a encore un jugement de valeur. Qui suis-je pour juger? Mais bon, tant pis, j'y vais jusqu'au bout. Convaincue par le jeu de celle qui jouait Araminthe. Notamment parce que, ça c'est ma collègue qui est venue avec moi pour voir la pièce qui... le voyait de cette manière-là. Elle a beaucoup apprécié, bon c'est ça je pense que je n'ai pas apprécié du tout, que Araminthe jouait vraiment la dimension femme d'affaires de son personnage. Donc assez froide, assez rationnelle. Et moi, au contraire, moi, ce que j'aime dans le personnage d'Araminthe, c'est qu'elle se laisse prendre par son amour propre. Peut-être qu'elle l'aime vraiment, en fin de compte, elle le trouve vraiment beau. Puis elle est troublée tout le temps, puis elle est troublée par elle-même et elle joue sur la mauvaise foi. Voilà, moi j'aime bien l'Araminthe un peu plus rêveuse, un peu plus sentimentale, un peu plus euh, connectée à ses émotions. Voilà, et ça m'a beaucoup manqué. J'étais vraiment perturbée par la diction de la comédienne, mais je pense que c'est parce que voilà, il y avait un parti pris très fort sur le personnage d'Araminthe qui ne correspondait pas du tout en fait à mon interprétation première du personnage d'Araminthe. Mais bon, soit, ce n'est pas très grave. J'ai aussi vu un spectacle de danse contemporaine. J'ai un abonnement au théâtre de la ville. Je vais voir, je pense, une dizaine de spectacles pendant l'année scolaire. J'adore. C'est vraiment mon plaisir en début d'année scolaire. Là, je crois que je le fais même en juin de venir sélectionner tous les spectacles que je veux voir dans l'année. Et je fais exprès de prendre déjà les spectacles des chorégraphes que j'adore, évidemment. Mais j'essaye aussi de découvrir de nouveaux chorégraphes quand même. Et là, j'ai découvert... Enfin, c'était la deuxième fois que je voyais une œuvre de lui.
C'est l'œuvre de Christos Papadopoulos, qui est donc un chorégraphe grec, que j'avais déjà vu il y a 1 ou 2 mois, et là qui revenait au Théâtre de la Ville avec son œuvre qui s'appelle, son ballet qui s'appelle Mycélium. Donc Mycélium, les champignons, les réseaux de champignons souterrains. Et voilà, c'est une œuvre très particulière. Je pense que si vous ne connaissez pas la danse contemporaine, je ne pense pas que c'est par ça qu'il faut commencer, parce que c'est très expérimental, mais j'aime beaucoup ce caractère expérimental, parce qu'il essaye des choses. C'est pas du tout conventionnel. Déjà, c'est une danse de groupe, mais fondamentalement de groupe, c'est-à-dire qu'elle fonctionne que parce qu'il y a énormément de danseurs. Alors là, en plus, c'était des danseurs de l'Opéra de Lyon, donc d'extrêmement bons danseurs. Et ce qui était très beau, c'est qu'il y avait une forme, jouer sur l'uniforme, sur la vague, sur l'effet de groupe, et en même de synchronicité, et en même temps, chacun était nettement identifiable et individuel. Donc ça, c'était vraiment très fort. Et l'autre aspect aussi, c'était le fait que les gestes étaient très répétitifs et en fait assez simples. Enfin, ils ont de manière illusoire, hein, parce que je pense que en fait, quand on essaye de décortiquer les pas que faisaient les danseurs, franchement, ça devait demander, notamment parce que justement, en fait, ils bougeaient sur place de telle manière à ce qu'on oublie parfois que s'ils bougeaient, c'est parce qu'ils avaient des pieds. Je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, peut-être aller regarder des extraits de Mycélium. Je crois qu'il y a une forme de teaser sur YouTube qui est disponible pour voir un peu de quoi je veux parler. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ils forment un peu comme des bancs de poissons ou des bancs d'oiseaux. Des bancs d'oiseaux, enfin bon. Qu'on appelle ça, moi je sais plus le mot, mais voilà. Et donc c'est très particulier, et je trouvais ça très très long, la mise en place au début. Je me disais, oh là là, voilà, ça dure 1 heure, mais le début m'a paru très très long, mais je pense qu'il est nécessaire pour créer une forme d'hypnose. On s'habitue en fait à ces petits gestes du corps, et donc après on oublie en fait que oui, ce sont des pieds qui font ça et des mains qui font ça, et donc on est complètement pris dans les mouvements, dans le mouvement du groupe, dans les aléas aussi. Moi, je ne sais pas du tout comment ils font pour bouger ensemble avec une musique aussi monotone. Voilà, aucune idée. Franchement, c'est grandiose pour la performance, vraiment. Bon, je conseille, si vous aimez tout ce que je viens de vous dire, ça suscite de la curiosité. C'est vraiment très très bon. Donc allez-y. Je suis allée aussi au musée. J'ai découvert avec mes élèves, parce que j'ai accompagné une de mes collègues au musée du Quai Branly. Je n'y étais jamais allée. Ça fait plus de 10 ans que j'habite sur Paris. J'ai toujours habité, en plus j'ai habité très longuement dans le 15e arrondissement, donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais là, je l'ai enfin découvert et c'était incroyable. Et notamment parce qu'ils ont vraiment, bien sûr, des œuvres, voilà, que je n'ai pas l'habitude de voir, que je connais très peu en fait. Je suis assez ignorante de ces cultures-là. Et en plus de ça, on avait donc un guide. Donc ça, c'était super pour découvrir ces cultures, pour comprendre d'où viennent ces œuvres, leur symbolique, et aussi leur processus de création. Ça, c'est toujours, je trouve, assez fondamental pour vraiment savourer ce qu'on a en face de soi. Et il y avait aussi des nappes sonores. Et j'ai découvert notamment les chants du rire. Donc ce sont des chants des Inuits, des chants de femmes. Donc deux femmes se mettent face à face et elles font des bruits de gorge, ça s'appelle aussi des chants de gorge. Elles font des bruits de gorge de manière synchrone, et elles le font jusqu'à ce que l'une d'entre elles s'arrête ou se met à rire. Et c'est vraiment très spectaculaire. Je vous conseille d'aller voir ça. Et très émouvant aussi. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était une très belle découverte. Et en plus, le musée du Quai Branly, c'est vraiment probablement le musée le mieux scénographié de tout Paris. Je trouve que la scénographie des musées, toujours assez, pas super à Paris, même pour les expositions. C'est jamais, je trouve pas que ça mette les œuvres vraiment en valeur. Et là,
pour le coup, si, vraiment. Il y a même une ambiance, c'est un peu tamisé comme ça, enfin, les couleurs, enfin, vraiment, le musée à l'intérieur est incroyable. Il est très 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 riche, donc je n'ai absolument pas tout vu, évidemment, donc il faudra y retourner. Je suis aussi allée voir l'exposition qui a lieu jusqu'en février, je crois, donc précipitez-vous. L'exposition au musée du Louvre qui s'appelle Les Figures du Fou. J'y suis allée avec mes élèves, on était seuls, on était 20 personnes seules dans l'exposition, ça n'arrive jamais, et on avait une guide. On n'avait pas le droit de voyager comme on voulait, donc ça c'est dommage dans l'espace parce que du coup on n'a pas pu tout voir, on a été concentré sur ce qu'elle nous montrait, mais c'était particulièrement riche, un très beau moment d'avoir le musée pour soi, incroyable. Et ça permet de voir des œuvres d'art de manière décalée, déjà parce que le sujet est décalé, mais aussi parce que ça permet de voir l'évolution d'un motif très intéressant, la figure du fou, et aussi de voir des objets qu'on n'a pas l'habitude de regarder ou d'avoir sous les yeux, des manuscrits, des vitraux, des statues en bois d'église. Enfin voilà, vraiment des objets assez incroyables, et je trouvais que pour le coup, la mise en avant des objets était vraiment bien faite. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller, c'était une très belle exposition. Et puis, dernier élément, voilà, c'est cette dernière catégorie, c'est catégorie restaurant, si certains d'entre vous aiment manger dans de bons restaurants. Ma mère est venue au début du mois de décembre, et voilà, ce qu'on aime bien faire toutes les deux, c'est aller découvrir de très bons restaurants sur Paris. Et donc nous sommes allés dans le 15e, dans le restaurant qui s'appelle le Bélisaire, et c'était extrêmement bon. Le lieu était vraiment chouette, c'est un petit restaurant type bistrot. C'était très très agréable. Déjà le lieu est agréable, pas du tout surfait, vraiment bistrot parisien, petit bistrot parisien. Donc déjà l'ambiance était super. Et surtout, c'était vraiment divin. C'était la première fois que je mangeais une huître, une ou deux huîtres, et c'était vraiment très bon. Et le chef nous a dit bonjour et au revoir. J'adore ce genre d'ambiance. On avait l'impression qu'on était vraiment des convives à sa table. Ça, c'était vraiment très agréable. Donc, je vous conseille ce petit restaurant si vous avez envie de vous faire plaisir, ou même très plaisir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes découvertes du mois de décembre. J'espère pouvoir faire la même chose pour janvier. La prochaine vidéo, donc comme je l'ai dit, ce sera mes lectures préférées, donc mes meilleures lectures de l'année 2024. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne année, et puis à la prochaine.